Bien, je vous propose de commencer. Je suis ravie de vous accueillir ce soir au nom de l'INA à la Maison de l'Amérique latine. Je suis Géraldine Pouls, je travaille à l'INA, je suis responsable de la valorisation scientifique des collections. Et nous voudrions partager avec vous ce soir quelques images, mais aussi quelques réflexions sur la mémoire des peuples autochtones brésiliens à partir d'un paradoxe. Une grande partie des images qui documentent l'histoire de ces communautés est en fait accessible non pas au Brésil, où elles vivent, où ils vivent, mais bien ici en France. Cette réalité n'est pas propre au Brésil d'ailleurs, mais elle nous est apparue de manière criante lorsqu'une association représentant le peuple Choco, qui vit dans le nord-est brésilien, a contacté l'INA fin 2023 pour avoir accès à un document filmé dans lequel se trouveraient des images de la communauté tournées en 1979 et conservées par l'INA. Par l'INA, bien sûr, est-il besoin de le rappeler, sauvegarde en effet les archives des radios, télévisions françaises et les valorise auprès des chercheurs, du grand public, des professionnels de l'audiovisuel. Nous avons d'abord enquêté pour comprendre comment ces images étaient arrivées dans nos collections et remonter la piste de leur réalisation, et ainsi contacter le réalisateur du documentaire en question, Patrice Chagnard, que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. Il nous a raconté comment il a rencontré les Chocos alors qu'il s'intéressait aux luttes menées au Brésil par des paysans pour récupérer leurs terres dont ils avaient été expropriées sous couvert de projets d'aménagement du territoire. Alors, Patrice Chagnard reviendra tout à l'heure sur la genèse de ce film qui a été diffusé à la télévision dans le cadre d'émissions produites par une maison de production catholique, le CFRT, qui est diffusée le dimanche matin. Il nous expliquera donc par quel chemin a pu émerger ce regard français sur l'histoire brésilienne, dont les archives de l'INA, parmi d'autres, gardent la trace. Avec Patrice Chagnard, nous avons donc décidé de restaurer le film qui avait été découpé en 3 parties pour les besoins de la diffusion télévisée, de le rendre accessible sur la plateforme Madeleine pour le public français, mais aussi d'en remettre une copie aux Chocos qui nous avaient sollicité, ce qui sera fait en septembre prochain à l'occasion d'une cérémonie organisée par la communauté et qui célèbre la récupération de la terre. Mais ce projet nous a amené à nous questionner plus largement. Aurions-nous donc des documents similaires sur d'autres communautés ? À quelles conditions serait-il possible de rendre de nouveau accessible ce patrimoine commun à nos 2 pays ? Pour mener ce travail d'inventaire et aussi de réflexion, nous avons souhaité travailler avec une institution brésilienne en charge de la préservation du patrimoine audiovisuel brésilien, la Cinémathèque de São Paulo. Et dans le cadre de la saison croisée France-Brésil, avec un financement complémentaire du ministère de la Culture français, il a été possible de faire venir à l'INA pendant 2 mois une collaboratrice de la Cinémathèque, Tamara Santos, qui interviendra également ce soir. Alors nous lui avons demandé tout d'abord d'établir un premier inventaire de la présence des peuples autochtones brésiliens dans les fonds de l'INA. Et elle vous confirmera qu'elle est bien plus importante que tout ce que nous aurions pu imaginer. Mais nous lui avons aussi demandé d'exercer son regard critique sur l'indexation de ces fonds, c'est-à-dire sur les notices qui accompagnent ces documents pour en décrire les contenus. Ces notices ont pu être rédigées il y a parfois plusieurs années par des documentalistes qui, à l'époque, ont accompagné l'enregistrement de ces documents à l'INA. Et ces notices, elles peuvent poser problème à plusieurs titres, soit parce qu'elles sont très incomplètes, faute d'une connaissance précise, fine des réalités brésiliennes, soit parce qu'elles sont porteuses d'un vocabulaire ethnocentré et même que l'on qualifierait aujourd'hui de raciste, voire discriminatoire. Discriminatoire, voire raciste, c'est peut-être dans le certain. Alors, ce regard ethnocentré, bien évidemment, il est présent au cœur de l'archive elle-même, du document filmé. Il saute aux yeux parfois lorsqu'on revoit ces archives aujourd'hui. Il est d'ailleurs très difficile de répondre aux demandes de certaines des communautés concernées qui espèrent retrouver dans les archives audiovisuelles une image fidèle de leur histoire, de leur culture et qui se trouvent confrontées à des archives dans lesquelles sont tenus des propos que plus personne ne défendrait ni ne tiendrait aujourd'hui. Et là, ça nous invite également à réfléchir à la manière dont on remontre ces images, parce que les rediffuser sans accompagnement critique, c'est aussi
reproduire une forme de violence. Bien sûr et nous proposons ce soir une forme d'accompagnement de ces images que nous pensons voilà, critiques et distanciées, fortes d'un regard historique. Une fois de plus, cette réalité n'est pas propre d'ailleurs aux collections qui traitent le Brésil. Et c'est pourquoi l'INA s'est engagée, avec le soutien de son conseil scientifique, à élargir ce questionnement à l'ensemble des fonds qui gardent la trace des relations entre la France et d'autres régions du monde. Comment construire en effet un regard, une mémoire partagée? Comment rendre ces fonds plus accessibles et favoriser leur exploitation s'ils sont mal identifiés ou décrits de manière anachronique? Comment faire pour que ces collections permettent de construire de nouveaux récits, pour que ces communautés sortent de l'invisibilité? Ce sont les défis que nous espérons relever en travaillant en lien étroit avec des chercheurs, des professionnels et bien sûr les citoyens des pays concernés. Pour initier ce travail, donc, nous avons pensé qu'il était précieux de bénéficier de l'expertise, du regard, des préconisations de Tamara Santos. Et ce sont les tout premiers résultats de son travail qui vous sont présentés ce soir, puisque c'est ce soir que s'achève sa résidence de 2 mois à l'INA. Elle va vous présenter donc ces résultats accompagnés de quelques extraits des collections d'INA. Et après son intervention, je passerai la parole donc au réalisateur Patrice Chagnard qui nous présentera un extrait de Quelque chose de l'arbre, du fleuve et du cri du peuple, un film primé au Festival du cinéma du Raid en 1981. Il s'agit d'un extrait de la version restaurée par l'INA, dont la copie sera remise en septembre au Choco. Bonsoir à toutes et à tous. Comme Géraldine vient de le dire, je m'appelle Tamara, je viens du Brésil. Je suis chercheuse et documentaliste à la Cinémathèque brésilienne. Et aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous quelques résultats de ma résidence à l'INA de 2 mois. Les temps étant limités, je ne pourrais pas détailler l'histoire de 2 institutions, de politiques publiques, les analyses quantitatives et quantitatives que nous avons menées. J'aurais aimé évoquer aussi les questions théoriques concernant le terme pour dénomination de peuple dans le domaine de l'anthropologie de 2 pays, ou vous présenter le guide pour le catalogage que j'ai élaboré, le catalogage de peuple. Mais le but aujourd'hui est plus précis, vous présenter et contextualiser une sélection d'extraits issus du fond de l'INA et du corpus que j'ai mis à jour et vous inviter à entendre ce que ces images ont à nous dire. Pour cela, je souhaiterais commencer par expliquer les titres de notre conférence. Revoir pour mieux entendre à la recherche de mémoire autochtone au Brésil dans les archives de l'INA. Pourquoi chercher ces mémoires dans les archives françaises? D'une part, l'INA bénéficie d'une culture archivistique solide, soutenue par le dépôt légal, efficace et qui s'appuie depuis les années 90 sur la loi relative à l'extension du dépôt légal aux œuvres audiovisuelles et une préservation rigoureuse, notamment des archives télévisuelles. D'autre part, la réalité brésilienne est différente. Notre cinémathèque a traversé plusieurs crises liées notamment à un intérêt gouvernemental qui s'est souvent révélé insuffisant et à des pertes importantes de notre patrimoine culturel. Et sans compter l'absence d'un dépôt légal pour la télévision. Au Brésil, on n'a pas une loi de dépôt légal pour la télévision. C'est celle des diffuseurs gérant les archives. Nous ne disposons donc pas d'un grand nombre d'archives sur les peuples autochtones au Brésil, d'où la nécessité de traverser l'Atlantique pour retrouver ces archives. Revoir pour mieux entendre fait référence à notre travail d'interprétation à partir du moment où nous avons commencé à fouiller dans ces archives. Beaucoup de subtilités échappent au simple catalogage, surtout un catalogage fait à l'époque où ces notices ont reçu le traitement. Et puis, il y a le fait que les professionnels français peuvent ne pas avoir les clés nécessaires pour les contextualiser. Par ailleurs, certaines archives étaient mal indexées, voire difficilement identifiables. Depuis le début du projet, la liste que nous avions initialement, quand le projet a été pensé, cette liste a été décuplée, multipliée par 10 2 fois, grâce à notre inventaire, ce qui fut une très belle surprise.
Nous ne pouvons pas encore donner les nombres exacts à vous, car il faudrait tout visionner pour vérifier la pertinence de chaque archive, mais je suppose qu'on peut parler d'environ 3000, c'est beaucoup, 3000 notices en comptant également celles qui ne sont pas indexées et les autres pays de l'Amazonie, pas seulement le Brésil, datant des années 1950 à nos jours. C'est pourquoi l'INA a proposé d'ouvrir ses portes à une chercheuse de la cinémathèque brésilienne pour offrir un regard complémentaire et contextualisé. Ce dialogue franco-brésilien a été enrichissant. Sans la connaissance de l'histoire de la télévision française, de la maîtrise des nuances linguistiques et le regard engagé de mes collègues Kevin, Maëva, Lara, Juliette, Emeline, Géraldine, cette interprétation n'aurait pas été possible. En cela réside, selon moi, le sens même d'une saison croisée. La collection, très diversifiée avec des axes différents en fonction des intérêts de ce que filme, reflète à chaque décennie les approches et représentations étrangères sur les peuples autochtones du Brésil et de l'Amazonie en général, toujours liées à l'histoire du Brésil et traversant aussi l'évolution de l'histoire de l'audiovisuel français. Avant de vous présenter quelques extraits, un point important. Beaucoup de notices que nous avons trouvées n'ont jamais été rediffusées. Donc, ces archives étaient en quelque sorte cachées. Les 4 extraits que nous avons choisis pour la séance, ils ont tous été diffusés sur des chaînes publiques à niveau national le soir, quand il y a plus de spectateurs disponibles à regarder la télévision, ce qui témoigne d'une large portée de diffusion. Les 2 premiers datant des années 60, nous souhaitions présenter différentes approches de cette première décennie issues des archives plus anciennes, et le deuxième date des années 70, le quatrième, des années 80. C'est une période antérieure à la loi sur le dépôt légal pour la télévision en France. Et nous avons réfléchi également au genre. Il s'agit de documentaires, de reportages, d'entretiens, de débats. Ces derniers consacrent davantage de temps d'écran au sujet et révèlent les discours français sur les sujets aussi. Le premier extrait appartient à la collection Les coulisses de l'exploit, diffusée en 1964 sur première chaîne de la RTF. Izzy Schwartz a vécu 3 mois au Brésil, dans la région du Xingu, où il a cherché initialement à filmer le Troumaï, mais constatant qu'ils étaient déjà bien connus par l'homme blanc, il s'est tourné vers le Mainaco, un peuple beaucoup plus isolé à ce moment-là. Un point important, si vous cherchez aujourd'hui des images du Mainaco dans les archives de l'ENA, vous aurez du mal à le trouver. Ce peuple n'est pas correctement indexé. Si on met les noms corrects, on ne trouve qu'une archive, et il est mal orthographié, et ce qui complique la recherche. Et c'est un exemple frappant de l'importance d'un bon travail d'indexation de peuple pour rendre visible ces mémoires. Et on va regarder après. Pour commencer, lors de la diffusion, au début de cette notice, la musique choisie pour illustrer l'Amazonie était de la samba. Un décalage total avec la réalité culturelle et géographique du sujet. Et dans ces archives, surtout des années 60-70, on retrouve souvent la figure d'explorateur, de l'aventurier français, comme Izzy Schwartz, membre de la Société des explorateurs français. Il raconte en détail comment il s'introduisait dans le village, utilisant échange de cadeaux comme stratégie pour être accepté. C'est un récit que beaucoup d'entre nous, surtout les Brésiliens, on sait ici, c'est le récit que nous avons appris à l'école à propos de la colonisation, que les peuples autochtones se seraient rendus en échange de miroirs, des cadeaux, fascinés par des objets. Ce même discours est ici répété à la télévision française, incarnant ce que j'appelle une nouvelle colonisation. Ici, Schwartz, il y en a d'autres notices réalisées par Izzy Schwartz. Il illustre ce nouveau colonisateur. Il découvre, entre guillemets,
un peuple isolé. Et comme je l'ai dit auparavant, plus ce peuple est isolé, plus il est intéressant pour lui. Et en plus de s'insérer à tout prix et de vivre un temps sur le territoire de peuples autochtones, il intervenait après son voyage dans le débat télévisé en le décrivant de la manière la plus hostile et violente possible. Ce regard déshumanisant réduit le peuple autochtone à leur mode de vie, sans jamais questionner la légitimité de cette intrusion, de sa présence ou les souffrances qu'elle cause. Avec la seule intention de retourner en France à la télévision pour dire « J'ai vécu longtemps parmi les sauvages, j'ai eu cet accès difficile et exclusif, je me suis beaucoup amusée et j'ai survécu au danger de vivre parmi eux. » Et la plupart du temps, c'était les discours présentés au public, surtout par les explorateurs et aventuriers. Quelques années plus tard, le ton évolue avec l'émergence d'un regard plus critique, notamment influencé par la théologie de la libération, mais même alors, des discours colonialistes perdurent où les Européens se posent en sauveurs, imposant leur vision, en minimisant la capacité des peuples autochtones à exister et agir par eux-mêmes. Après avoir exploré avec vous cet extrait qui illustre le regard condescendant, voire violent, des explorateurs français des années 60, et avant de passer à ce nouveau regard plus critique qui apparaît dans la décennie suivante, je vous propose maintenant de découvrir un autre discours médiatique plus rare à cette époque. C'est pour ça que nous avons choisi, contenu dans les archives conservées à l'INA, un regard dont l'objectif est d'être plus pédagogique, destiné aux enfants qui tentent d'ouvrir la curiosité à la compréhension envers le peuple autochtone. Il s'agit de Paraná, le petit indien, diffusé en 1962 sur la première chaîne. Avant de commencer un point important, on ne dit plus indien, on dit autochtone en Europe et surtout au Canada et indigène au Brésil. Ces titres datent de l'époque et reflètent les usages d'alors. Ce document est construit à partir de photos et d'une narration en première personne. Il raconte la vie quotidienne d'un petit garçon Wayana, un peuple amazonien vivant au Brésil, en Guyane française et au Suriname. Curieuse de cette production, j'ai cherché ses origines. En 1951, l'ethnologue Francis Mazière, la photojournaliste Dominique Darbois et un caméraman, ils ont mené une expédition dans la région Tumucumac, territoire partagé entre le Brésil et la Guyane française. Darbois avait photographié ce peuple et en 1952, elle a publié un livre racontant l'histoire d'un enfant, Wayana, inspirant une série après une série de livres, presque 30 livres, Les enfants du monde, c'est la série, sur plusieurs peuples du monde entier. 10 ans plus tard, ce documentaire a été produit à partir de cette série, avec la musique enregistrée durant l'expédition. Les photos de cette expédition sont désormais au musée de Quai Branly, qui a organisé une rencontre sur le sujet en 2019. Ces croisements entre archives audiovisuelles et muséales, je le trouve génial, passionnant, montrant comment les collections peuvent se compléter. Et c'est difficile parce que j'étais ici pour parler de mon point de vue sur la collection. Ainsi, j'ai senti que je devrais nécessairement avoir un avis pour ou contre chaque extrait. Et donc, elle est entrée, Paraná, le petit indien, elle est entrée et sortie dans la sélection à quelques reprises, plusieurs fois. Mais j'ai choisi d'être honnête avec moi-même et avec vous. Je n'ai pas encore un avis sur l'extrait. Ce que je peux dire, c'est il y a deux côtés. Notre point de vue en tant que colonisé est toujours de se méfier du colonisateur. Au premier regard, quand je visionne les archives, c'est toujours de problématiser. Je peux dire qu'il y a ce côté qui est extrêmement enfantin, un regard qui est également condescendant, car il ne montre pas la réalité à laquelle le peuple Wayana est soumis, y compris le fait que la photo elle-même a été prise, prouve déjà qu'ils ne sont pas là en vivant leur vie en paix.
Et l'essentiel, je suis un peu gênée par ces discours selon lesquels il faut prouver, continuer à prouver que les êtres humains sont nos êtres humains. Mais il y a l'autre côté. Sauf cela, je ne vais pas grand-chose à critiquer, au moins dans cette archive, contrairement à d'autres. J'ai trouvé une représentation respectueuse des peuples autochtones, ce qui était rare à l'époque, en comparant avec les autres. Je crois que le but pour eux était d'éduquer les enfants français aux questions d'altérité. Il n'y a pas de violence dans les discours. L'histoire est écrite par le photographe pour le livre, mais une volonté de montrer une naïveté enfantine en montrant aux enfants français l'existence d'autres peuples, la complexité du monde, de sa grandeur. Elle voulait leur montrer que les enfants sont tous pareils. Paranak, qui n'était pas son vrai nom, aime jouer, il a une routine, ses inquiétudes, un animal de compagnie, il parle du rôle du père, de la mère, son alimentation, de l'importance de l'histoire orale de grands-parents. La naïve pour être moi, mais je me plais à penser que certains enfants qui ont vu ce documentaire à cette époque à la télévision sont peut-être devenus les adultes engagés qui sont allés au Brésil pour dénoncer toutes les souffrances, les luttes, les massacres culturels du peuple autochtone, notamment durant la dictature brésilienne, qui est en fait le contexte du prochain extrait qui m'a profondément marqué et touché, intitulé Brasil Novo, pour votre prononciation Brasil Novo, la traduction Nouveau Brésil. C'est le nom de la ville où il a été tourné. Il a été diffusé en 1973 sur la deuxième chaîne de l'ORTF. Il s'agit de la dernière de 3 parties de l'œuvre À travers l'Amazonie nouvelle, réalisée par Hubert Knapp. La diffusion appartient à une collection de documentaires appelés Signes de temps. Ces reportages s'inscrivent dans un contexte très particulier à l'époque, alors que le Brésil était sous dictature militaire, 1964 à 1985. Ces images françaises permettaient de pointer des réalités que la censure empêchait de montrer au Brésil même. Maintenant, vous allez regarder une production sur une construction d'une route au Brésil, la transamazonique. Qu'est-ce qui se cache derrière cette construction? Sous le gouvernement Médici, le développement de la région amazonienne était l'un des principaux projets de la dictature. Des migrants, des colons, des bûcherons, des mineurs et spéculateurs fonciers se sont déplacés vers l'Amazonie et ont mené des conflits territoriaux contre les peuples autochtones. Les gens ordinaires qui se sont rendus dans la région ont commencé à envahir les territoires autochtones, utilisant la violence, menaçant l'intégralité culturelle et physique du peuple. Cette route, présentée comme un progrès, cache en réalité une violence immense. Expulsion des peuples autochtones, destruction de leur territoire, perte d'accès aux ressources vitales et massacre de ceux qui résistaient. Le but de ce projet d'intégration nationale était d'exploiter ce qui n'avait pas encore décimé par l'homme blanc. Vous allez regarder et nous reviendrons ensuite sur les détails. Nous avons voulu tenter une conversation, mais les réponses les plus éloquentes ont été des silences. Como se chama ele? Como se chama? Esse, Aureliano. 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 Tem um nome cristiano. É o nome que ele chama. Aureliano. E seu nome índio? Como é? Como é o teu nome índio? Seu nome ainda como é? Como é? Como? Diz. Idia. Idi. Idia. Solamente um nome. Idi. Idi? É. Esto. E outro? Elias. Elias? É, civilizado. Civilizado. Esto é civilizado. É. E outro não. Não, todos dois, mas eu digo é nome civilizado. Ah. Ele tem nome civilizado Aureliano. Esse é Elias. Uma brincadeira. Gosta de viver aqui, ele? Gosta de viver aqui? Não, mas ele tá no serviço, é tipo um serviço que ele tá aqui. Mas ele gosta. Mas ele gosta. Ele gosta de Gosta? estar aqui. Ele gosta. Gosta. E não lamenta a sua família, a sua tribo?
Ah, todo índio ele tem esse problema. Ele se dá muito com civilizado, mas tem saudade da família dele. Mas tá lá porque às vezes é o jeito e às vezes se dá mesmo com a pessoa. Ele tá gostando daqui. Tanto ele como esse tá gostando tudo daqui. E não pode perguntar a ele se não lamenta a sua família? Não, ele lamenta. Isso eu sei, ele lamenta. Pero, gosto que ele disse, ele. Que É? ele disse. É, ele já disse que gosta. Não, mas gosto manda ele que falar. ele Esse não aqui. disse. Ele é que tem que falar. Não Pede você. para ele Ele. falar. Le explica. Esse ou ele? Não, Não, ele. esse. Esse? Ele. Isto. Pergunta se ele gosta de estar aqui. Tu gosta. Tá, ele tá perguntando se tu tá gostando de estar aqui no meio de nós. Tá gostando? Então diz, tô gostando. E pergunta a ele se lamenta a sua família. Tu tem saudade dos teus parentes lá? Não. Não tem não. Quantos anos, Elias? Vê mais ou menos a idade? A idade. Eles têm 19 anos a 20 anos. 19 a 20. De quantos anos é civilizado? Aí ele? É desde pequeno, que ele já foi nascido já na beira do rio Gurupi. E quer viver na mata? Em mato? Gosta de viver no Gosta de viver? Não, senhor. Não gosta. Não. É melhor na cidade. É na cidade. Melhor. E o outro? Ah, isso aí tanto faz na cidade como na tribo é a mesma coisa. Pero, gosta de viver na cidade também? Se tu gosta de viver na cidade, assim, na cidade. Gosto. Saiu o O que que você tira? Dinheiro. Quando? Quem falou isso? Quem já te contou essa mentira? Ah, amanhã. Se sai um é muito. Comme la plupart des Indiens qui ont été civilisés, Aurelian est à mi-chemin entre une culture qu'il a perdue et une autre à laquelle il ne peut encore accéder. Laissez-les libres dans leur parc, disent les uns, ne leur refusez pas les avantages du progrès, disent les autres. Qui saura tenir l'impossible pari de préserver leur identité tout en les aidant à ne pas succomber de maladie ou de famine? Vous aurez remarqué toutes et tous la force de cette séquence. Dans cette œuvre, le langage corporel est éloquent. Ces images nous permettent de comprendre absolument tout ce qui se passe à travers le regard du garçon. Ce que nous avons vu ici, c'est que cette intégration signifie concrètement une tentative violente de civilisation forcée dans laquelle les peuples autochtones se voient arracher leur culture et sont réduits au silence, au complet silence. Et cette archive n'est pas isolée. Il existe d'autres notices dans le fond de l'INA qui témoignent de ce même processus brutal, des missions religieuses qui élèvent les enfants de leur territoire, leur apprennent le portugais, qui interdisent leur langue maternelle, leur culture, leur identité, même leur prénom. Malheureusement, leurs peuples n'ont pas été identifiés. Et désolé, à mon avis, tout ce qui entoure cette construction atteint un tel niveau d'absurdité qu'ils ont qualifié le projet la colonisation transamazonienne. Ça, c'était le nom du projet. Et les colons du sud du Brésil qui apparaissent dans le reportage pour parler de la nouvelle vie dans le nord du pays affirment même lors d'interviews que nous sommes quasiment européens dans le sud du Brésil. Une idée absurde qui perdure encore aujourd'hui. Un passage marquant montre les cinéastes insistant avec perspicacité pour obtenir une réponse de leur part, même si la notice n'est pas parfaitement traduite dans le sous-titre. Vous avez certainement compris que cet homme-là leur a dicté la réponse après avoir essayé par tous les moyens de les empêcher de parler pour eux-mêmes, prétendant qu'ils ne comprenaient pas la demande. Ces images sont extrêmement importantes pour nous en ce moment et je vais vous expliquer pourquoi. Une commission nationale de la vérité a été créée au Brésil en 2011 afin de promouvoir l'enquête et la clarification publique des graves violations des droits humains commises au Brésil, pas seulement, mais notamment pendant la dictature. Elle était active jusqu'en 2014. Cependant, elle n'a pas beaucoup approfondi la question du peuple autochtone.
Le rapport final a recommandé de poursuivre les enquêtes et la création d'une commission nationale autochtone de la vérité est aujourd'hui en cours, notamment sous la pression d'instances internationales comme la COP30. On sait que les archives parlent beaucoup, révèlent beaucoup, expliquent beaucoup. Il existe plusieurs ouvrages sur les terribles conséquences, ouvrages académiques, sur les terribles conséquences de la construction de cette route sur la vie de ce peuple. Mais on ne trouve pas beaucoup d'informations traitant du processus d'esclavage subi par les peuples autochtones, spécifiquement pendant la dictature et dans le contexte de la route transamazonienne. Seulement des périodes antérieures, surtout début de la colonisation. Et je n'arrive pas à m'empêcher de penser que nous avons dans cette archive un cas évident de travail forcé. Je ne pouvais pas tout montrer, mais il y a même un passage où on les voit travailler, tout cet homme marchant le long d'un sentier, et les deux jeunes autochtones sont les seuls à porter d'objets lourds sur leur dos. Cet extrait est donc bien plus qu'un témoignage. C'est une source historique, à mon avis, extrêmement riche, des éléments d'information pour les enquêtes qui vont commencer maintenant. Et c'est pourquoi, pour moi, c'est lui qui m'a plus marqué. Le titre du dernier extrait est Les Indiens de la colère. Dès le titre, on ressent la tension. Il n'y a pas de silence cette fois-ci. Je dois dire que le mot colère me dérange un peu pour les titres. Trop souvent, les peuples autochtones sont décrits comme agressifs et menaçants, alors qu'en réalité, ils défendent leur territoire, leur vie face à violence et structurelle. Leur lutte n'est pas la colère pour la colère, mais la défense d'une survie et d'une identité. Cette notice issue de la collection L'événement a été diffusée en 1981 sur TF1. Le peuple Nambiquara, les Chiparesi et Chavanchi, ils sont représentés. L'indexation était complètement erronée par rapport à la dénomination de peuple, mais il était possible de les identifier. Vous pouvez voir l'évolution et la manière dont les archives suivent les cours de l'histoire du Brésil. Ce qui est particulièrement important ici, c'est que sont les voix même de peuples autochtones qui se sont donné à entendre. Leurs chefs, surtout les chefs Juruna, un leader du peuple Chavanch, incarnent cette résistance, cette détermination à défendre la terre et la culture face à la destruction massive liée aux projets gouvernementaux. C'est dans le même contexte de la dictature, de la construction d'une autre route, mais il est différent, très différent de l'extrait précédent. Avant de montrer les images, le présentateur à la télévision, le présentateur français, il explique aux téléspectateurs que les peuples autochtones ont commencé à contre-attaquer ce projet de progrès fallacieux. Il mentionne que le film a été interdit par les autorités brésiliennes et que celles-ci ont tenté d'empêcher le contact avec le peuple autochtone. Il ajoute que le simple fait d'avoir pu être tourné était déjà un événement. Les données à la fin, c'est tout à fait incorrect, mais on y voit la destruction, la déforestation, l'expulsion forcée, mais aussi la complicité des institutions censées protéger ces populations comme la FUNAI et l'INCRA, qui au contraire agit comme des instruments de répression et de contrôle, surtout à ce moment-là. Par exemple, la FUNAI justifiait la pacification des territoires en qualifiant le peuple de hostile et de sauvage, légitimant aussi la violence. De leur côté, l'INCRA délivrait des certificats négatifs attestant faussement de l'absence de communautés autochtones pour faciliter l'avancée des travaux des autoroutes. Et cette négation de droits est au cœur d'un processus de destruction culturelle et existentielle. Pour ces peuples, la terre n'est pas un simple territoire à exploiter. C'est la source de leur identité, de leur spiritualité, de leur vie collective. Ce sont des pratiques capitalistes prédatrices. Ils souffrent de la faim, de la destruction de leur maison, de la mort, y compris des enfants, vous avez vu. Ainsi, on voit la puissance symbolique des chefs qui représente la résistance.
À Rio, vous avez vu, à Rio, lors d'un grand événement de soutien au peuple autochtone, le chef Joulin était accompagné par des artistes célèbres comme Gilberto Gil, qui était récemment revenu d'exil à cause de la dictature. La mobilisation des artistes et musiciens engagés, les événements dans les grandes capitales qui dénonçaient à la fois la dictature brésilienne et les violations des droits du peuple autochtone a eu un rôle fondamental. Elle a permis de donner une voix plus large à ces luttes et de sensibiliser la population. En résumé, cet extrait montre que la lutte pour les territoires autochtones est aussi une lutte pour la reconnaissance, pour la justice, pour la survie culturelle et que la solidarité soit politique, sociale ou artistique est indispensable pour amplifier ces voix souvent étouffées. Et tout cela montre la rupture du silence dans le contexte extrêmement dangereux de la dictature. Pouvait-on montrer quelque chose de pareil à la télévision brésilienne à cette époque-là? Jamais. C'est pourquoi je tiens à vous faire comprendre qu'à chaque notice que je regardais, que je visionnais pendant ma résidence, j'étais de plus en plus convaincue que toutes sont des trésors et que ce projet s'avérait bien plus nécessaire que nous l'imaginions au début. Pour conclure, à travers ces extraits et les histoires qu'ils racontent, nous avons vu combien les archives audiovisuelles sont des témoins importants. Les images de la collection en général nous offrent une mémoire précieuse, souvent oubliée et cachée de peuples autochtones du Brésil, une mémoire à la fois douloureuse et résistante. Revoir ces archives, c'est donc aussi entendre autrement, dépassant le regard coloniaux. Enfin, ce travail croisé franco-brésilien illustre combien la coopération, le dialogue sont essentiels pour révéler ces mémoires, les préserver et continuer à les faire vivre. Et vous avez entendu la quantité de notices préservées dans le fonds de l'INA. C'est pourquoi ce projet doit avoir une continuité, une attention particulière. C'est très symbolique que cette année du Brésil en France laisse entrevoir une possibilité à long terme de produire de nouvelles œuvres, de nouvelles recherches, de nouvelles analyses, et que le notice puisse même servir de munition pour entretenir plusieurs débats importants dans la politique brésilienne. Je vous invite donc à continuer cette réflexion, à interroger les images et les récits que nous consommons et à soutenir de toutes les manières possibles les peuples autochtones dans leur combat tout à fait légitime. Merci beaucoup pour votre attention et que cette écoute renouvelée ouvre la voie et engagement plus profond en faveur des droits et des mémoires autochtones. Bravo. Merci beaucoup et bravo en effet Tamara de nous avoir rappelé l'importance de ces archives pour le Brésil démocratique, mais aussi de nous avoir fait prendre la mesure du travail qui reste à accomplir pour mieux les comprendre et contextualiser. L'une des pistes de travail, c'est de mieux connaître et identifier ceux qui ont été à l'origine, qui sont allés filmer ces peuples autochtones dans des contextes extrêmement variés. Et pour poser une première pierre en ce sens, on va passer la parole à Patrice Chaner qui est allée filmer dans Quelque chose de l'arbre, du fleuve et du cri du peuple, un exemple de film français tourné au Brésil, mais qui repose sur un dispositif qui place au centre du film la parole des personnes filmées. Alors, en 1979, en effet, vous êtes allé rencontrer des paysans victimes d'expropriation en suivant les pas d'un personnage étonnant, révolutionnaire, mystique, faut vous en dire quelques mots, qui se déplace en fait de communauté en communauté pour attiser la lutte. Et le film montre en fait l'émergence de ce combat d'émancipation et la place de la parole dans ce combat. C'est un film que vous avez conçu et construit en 3 chapitres qui sont en fait filmés dans 3 communautés différentes. Les 3 parties suivent voilà, cette émergence de la parole poétique, politique en même temps. Et l'extrait que l'on va voir se situe dans le dernier volet du triptyque, Sao Pedro, consacré à la lutte des Chocó pour défendre leurs terres contre la puissante fazenda qui les a absorbées dans un contexte de lutte encore très violente. On en a d'ailleurs entendu parler dans bien un extrait où la lutte fait aussi des morts encore et est armée. Enfin, c'est
un contexte de conflit ouvert. Est-ce que vous voulez compléter ou corriger ce que je viens de dire, ou est-ce que vous préférez qu'on voit tout de suite les images et réagir après? Bah, peut-être étant donné qu'elles arrivent après d'autres, ces images, moi je pense que c'est, et que vous les avez très très bien introduites, bon, donc je pense que c'est mieux de les voir. On les regarde. Oui, je pense. Vraiment. Ouais. Seu João, esta terra onde a gente está, de quem é? Dos caboclos É dos caboclos? e de São Pedro. E do seu São Pedro. É. E mãezinha nasceu? Ser aqui, A senhora também é cabocla? se Deus quiser. E como era do tempo da juventude da senhora, No meu tempo aqui, aqui na ilha? quando eu me entendi de gente, não tinha mais casa quase nenhuma. Não vou. Tinha aí obra de umas 30 casas, não tinha umas 25 casas, sabe? Encontrei o colégio ainda, encontrei o convento. Encontrei o convento e o colégio. Minha avó contava tudo isso. Festona aqui que vinha gente de todo canto, era uma festa da beleza aqui. Foi. Aí depois a rainha chegou aí, no Império, na casa dela. O Império foi feito para a rainha, mais o Dom Pedro II. Hein? Aí minha avó disse que ela veio, chegou, disse, quando ela foi-se embora, disse, pronto, Ilha de São Pedro é de Senhor São Pedro. É de Senhor São Pedro. E a terra firme dos caboclos. Pois onde existe a mudança, sempre reina a ambição. A história é a lembrança da triste situação. Muitos foram enganados e o chocó, coitados, ficaram sem terra e pão. Muitos foram enganados e o chocó, coitados, ficaram sem terra e pão. E os índios sofredores na maior lamentação, chorando os seus clamores, a triste situação. Pois quem vivia tranquilo, chegou um tal João Profiro do instinto de dragão. Tudo saiu, os caboclos tudo saiu daqui, tudo na carreira. E quem é que fazia isso? Quem é que fazia a perseguição? Perseguição era João Brito. João Brito, Como é? João Profiro. João Profiro. João Porfírio. João Profiro de Brito. O avô dos Brito Sim, de hoje, né? sim. Ele queria o que, o João Brito? Seu João sabe? Ele queria as terras como adquiriu. O que eles faziam para o pessoal sair daqui? O que eles faziam? Chicote, apanhar para poder sair. Eu não nego, não. Minha avó contava, eu não nego. Chicote, teve gente daqui que saiu debaixo de chicote. E a ilha se tornou como árvore sem raiz. Ali dentro só valia a ordem do infeliz. A caboclagem correndo e o infeliz dizendo mal a ele nunca fez. Foi. Minha avó contava, agora eu estou me lembrando. Aí bem naquele tamarineiro grande ali, tinha um pezão de gameleiro. Ele arrumou uma corda e arrumou uma pedra A assim. pedra já estava lá. A pedra parece que ainda existe para lá. Era Aí amarrou a corda, quando acabou, tomava a medida no pescoço. coitado. Para quando ele escorregasse os pés ali da pedra, a corda atracar ele. E quem tinha feito isso? Foi um cunhado dele aqui, mas mandado por ele. Ele foi e fez combinação com ele, viu? E chegou a enfocar? Mas amanheceu o dia morto, enforcado. E eu fui quem cortei a corda do pescoço dele. Usou força e jagunço pra bater e espancar. Ali a voz era dele, ninguém podia falar. O
jeito foi correr, mas Deus não deixou de ser, o mesmo que foi será. Foi quando entrou esse último irmão dos Britos, aí tratou de imprensar nós por todos os 5 sentidos. Proibiu de plantar, proibiu de caçar, proibiu até nossas serestes, ele proibiu. Não tinha esse direito a nada na fazenda. Nós ficamos pensando qual era o resultado que ia dar, ele sem dizer e tal. Nós, por tática, descobrimos qual era o segredo. Era que iam carregarem as imagens e acabar com tudo de uma vez para nós despistássemos. Mas o Dom Luciano, sabendo dessa informação, se dirigiu e veio procurar as imagens para lutar no museu com segurança, não para tomar, porque achava que aqui não tinha cobertura, né? Aí nós se reunimos, fizemos união e decidimos por que era o que nós decidíamos. Então, se eu fui onde eu atacar, eu fui e falei para ele: Luciano, qual é o resultado dessas imagens? Disse, não, é assim, porque você sabe, não tem cobertura, não dá cobertura e tal. Eu digo: a quem pertence essas imagens? É o proprietário, ou é a diocese de Propriá, ou é a comunidade de São Pedro? Ele disse: não pertence ao proprietário, não pertence à diocese, pertence à comunidade de São Pedro. Então se fui e disse a ele: desde já o senhor esteja sabendo que nenhuma sai daqui. É nossa, então nós não entregamos. Quer dizer, não com mania de valente, por causa da união. Eu digo: nós derramamos sangue, precisamos dar no meio da perna, mas nós não entregamos a ninguém. Depois que o Dom Luciano veio, que nós resolvemos não entregar, tivemos um aviso que o João Brito vinha apanhar o sino da igreja. Aí então nós se reunimos outra vez. O que é que nós resolvemos? Não entregamos no mesmo dia. Ele virou os pés: vocês têm razão. Diz: mas eu dou 500 cruzeiros a vocês, para eu levar ele e trazer a mão. Não interessa, você pode dar 10 mil cruzeiros, o sino não entrega, o sino é nosso. Vai embora e estamos conversados, pronto. Ele saiu, aí nós tomamos a iniciativa que aquilo ali não pertencia a eles. Já que ele não tinha força para adquirir o que tinha lá, aquilo ali era nosso, né? Aí fizemos reuniões e fomos decidir como era que nós comprava o arame para cercar a ilha. Veio
se reunimos todos com as outras comunidades, com a ajuda dos cristãos que tinha ao redor. Fomos e cercamos a ilha. Esperamos um resultado. Que era que se resolvia. Eles foram e criaram uma ação na justiça contra nós e estamos pelejando para ver se eles querem. Com 8 dias, veio uma polícia de choque, eu mesmo fui cercado por um tenente, um cabo e 6 soldados para eu fazer uma assinatura. Eu disse a eles que resolvia ir preso, agora assinar nada, não assinava. Não, eu não quero nada seu de assinatura, dê aqui detalhe dos outros e tal. Eu disse, não, nem dou detalhe de ninguém. Eles têm um dizer que é o sindicato e a igreja que bota nós nesse aviso. Não, não foi o sindicato e a igreja, foi eles. E por isso mesmo, graças a Deus, conseguimos. E hoje já estamos fazendo serviço na igreja, os frades fazem serviço. A gente já tem o direito de assistir um ato de igreja na igreja, que outrora era debaixo dos pés de pau. Tem o direito. Mas nós não podíamos dizer que era índio. Naquela época não podia dizer que era índio. Porque se dissesse que era da raça indígena, era para sofrer. Hoje nós sentimos que somos índio. Descobrimos que nós somos índio agora. Porque perdemos esse medo. Tiremos pano dos olhos e estamos vendo que nós somos índios, somos da raça indígena. Bien, bonsoir. Beaucoup de choses à dire, je ne sais pas par lesquelles commencer parce qu'on a vu peu d'images différentes. Et c'est peut-être de ça dont il faut parler, de la différence. Et moi, je me suis posé tas de questions en écoutant Tamara et en regardant les extraits qu'elle avait choisis. Une des premières choses que je me suis demandé, c'est cette question de la légitimité
de la responsabilité du cinéma, du cinéaste par rapport à ce qu'il filme, à la réalité de ce qu'il filme. Parce que le cinéma, c'est pas la réalité. C'est une représentation, c'est un travail de représentation d'une réalité. Et donc, elle donne accès à quelque chose de cette réalité ou pas. Ou bien, on s'enferme dans un... C'est fascinant de voir l'évolution parce que on part d'une voix off, c'est uniquement une voix off, les images sont un support à cette voix, et au fond, c'est une exploration, c'est un explorateur qui parle, et il nous interdit de faire l'exploration. Parce qu'en réalité, il ramène les images à lui et à nous, en parlant comme il en parle, de sorte que nous qui les voyons, qui découvrons, on découvre rien. On découvre que lui, c'est tout. Et ce qu'il nous a à nous ramené, ce qu'il a amené à nous. Et ça, c'est très clair, enfin, dans cette forme-là de cinéma. Et je passe sur le deuxième extrait un peu rapidement, mais on pourrait en dire beaucoup de choses dessus. Mais c'est le bout de film de Knapp, d'Hubert Knapp, qui m'a également beaucoup touché, parce que là, on voit très bien comment le cinéma, d'un coup, peut révéler, voilà, révéler quelque chose. D'une certaine façon, il est seul à révéler, il est seul à pouvoir révéler. Alors, c'est pas exactement le réel, mais d'un coup, c'est quand même du réel qui nous saute à la figure. Et la parole confisquée des personnes qui sont filmées, cette confiscation de la parole, d'un coup, c'est ça qui nous touche. Parce que le cinéma la révèle par son dispositif de filmage. Voilà. Et là, on est vraiment déjà dans le cinéma avec Knapp. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs, parce que je connaissais bien Stan Anthony, et on était très proches d'une certaine façon dans notre manière de travailler. Et je pense à un autre ami qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui était un théoricien un peu de la question du cinéma documentaire, Jean-Louis Comolli, qui disait nos manières de faire sont des formes de pensée. C'est nos manières de faire qui sont des formes de pensée. Et ça, j'ai bien retrouvé ça dans les analyses et les choix que tu as faits. C'est parce que tu éclairais très bien ça, à quel point c'est vraiment les manières de faire du cinéaste qui formatent d'une certaine façon la manière dont nous allons recevoir les images. Et évidemment, il y a une progression petit à petit, parce que la parole, elle est d'abord, elle apparaît comme confisquée, mais là, elle apparaît. Parce qu'elle est confisquée, elle apparaît. Elle permet très fort, justement, parce qu'elle est confisquée. Et dans ce que moi, j'ai essayé de faire, c'est vraiment de leur donner la parole. C'était ça mon idée. Et là, je reviens aussi sur la question que Géraldine a lancée au tout début, dans son introduction, qui me paraît vachement importante par rapport à tout ce dont il s'agit là. C'est la question du regard ethnocentré. Du regard... qu'est-ce que c'est est-ce que moi... Parce que je me suis posé cette question, et on se la pose tous, et à chaque film, c'est en quoi je suis légitime à faire ce voyage et à aller filmer ces gens-là qui ne sont pas... Aujourd'hui, on est très critique de cette démarche. Et les documentaristes, à la limite, aujourd'hui, ne feraient plus ça. Même le travail comme je l'ai fait, parce que forcément, on est suspect d'un regard ethnocentré, colonial, etc., par le seul fait de ce qu'on est, pas seulement par nos manières de faire et par notre regard de cinéaste. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui, dans la vision actuelle, qui est un peu excessif dans l'autre sens, il y a quelque chose qui n'est pas forcément juste. Et là, je reviens en arrière, et je reviens
la manière dont moi j'ai rencontré comment s'est construit la légitimité pour moi de faire ce film. Elle s'est construite, je reviens en arrière, hein. Moi, quand j'ai eu, je devais avoir quoi, 17 ans, quelque chose comme ça, quand j'ai découvert le cinéma novo brésilien, qui étaient les films de Glauber Rocha, le Dieu noir et le diable blond, je ne sais pas si ça vous parle encore. Comment il s'appelait ah oui, Antonio das Mortes. Bon, et pour moi, c'était un grand cinéaste. J'avais découvert et pour moi, le cinéma là, alors que j'avais 16-17 ans, m'avait révélé un peuple, un pays, une histoire, une culture, et en même temps, il y avait quelque chose qui me touchait à moi profondément et qui n'avait rien, mais alors rien d'exotique. C'est ça que le cinéma pouvait permettre. Et ça, c'est quelque chose d'un coup. Moi, j'ai toujours pour moi, le grand ennemi, c'est l'exotisme. Le grand ennemi, c'est l'exotisme. Et l'exotisme, c'est exactement, par rapport à ce que tu disais, je pense que c'est la négation de la question de l'altérité. Parce qu'elle est frelatée. C'est une altérité frelatée, l'exotisme. Bon, je pars un peu dans tous les sens, mais je reviens à Glauber Rocha et à ce que j'ai. Parce que c'est des films comme ça qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Et moi, quand 10 ans après, parce que c'est à peu près 10 ans après que j'ai vu les premiers films de Glauber Rocha, que j'ai eu cette possibilité d'aller au Brésil filmer, c'est la première chose qui m'est revenue complètement. C'est ce Brésil de Glauber Rocha. Et c'est ce qu'il avait su inventer dans son cinéma de rapport entre un engagement politique très fort au niveau de la réalité sociale du Brésil, des problèmes que tu as cités très largement, je ne vais pas revenir là-dessus, et cette espèce en même temps, d'écriture totalement poétique. Et ce rapport de la poétique et du politique, enfin, était quelque chose qui me paraissait être profondément dans la culture même brésilienne. Et je pense à quelque chose que j'avais découvert aussi à ce moment-là, qu'on appelle au Brésil, je crois, la littérature de Cordel, c'est ça, hein? C'est cette espèce de poésie populaire où on se met à rimer des choses toutes simples. Et voilà. Et là, je suis parti de ce désir-là en me disant, c'est dans ce sens-là que je vais pouvoir aller. Et donc, très inspiré, très fortement inspiré, et même, je dois dire, marqué par le cinéma de Glauber Rocha. Et quand, alors, tu as parlé aussi rapidement, très rapidement, de la théologie de la libération. Moi, j'étais en plein dedans. Dans les années 79, la théologie de la libération, non seulement elle existait en Amérique latine et au Brésil, mais elle avait un peu essaimé dans le monde entier. Et il y avait quelque chose d'une transformation très profonde du rapport avec le religieux. Alors là, je saute tout de suite à la dernière, c'est à la séquence de l'extrait qui a été donné du film. Il y a un théologien de la libération brésilien que j'ai rencontré au moment où je faisais ce travail, avant d'aller dans le Saptan et de rencontrer ces communautés. C'est Fra Beto, c'est ça qu'on dit? Le frère Beto, c'est un dominicain qui a été incarcéré et torturé sous la dictature et qui est un théologien de la libération qui a fait un travail extraordinaire. Et lui parlait de la nécessaire réappropriation du capital symbolique par le peuple. Et là, on est en plein dans cette histoire-là. C'est-à-dire que quand on dit la terre appartient, quand ils disent la terre appartient à San Pedro et Erlou,
ils se servent de San Pedro au Birano, bien entendu. Et du coup, mais c'est très profond. C'est-à-dire que c'est un mouvement de pensée qui était très fort dans l'Église catholique à ce moment-là, au Brésil. Il y a eu des grandes figures de ça. Don Helder Camara en était une, et il y en a eu plein d'autres. Et d'ailleurs, le deuxième contact que j'ai eu avec le Brésil avant de faire ce travail, c'est cette série de films que j'ai fait là-bas en 1979. J'avais rencontré justement Don Helder Camara quand il était venu à Paris en, je dirais, 69, je dirais ça, en plein au moment où la dictature était vraiment très très dure. Et il avait pris le risque de venir en France. Il avait choisi la France exprès pour faire une conférence de presse pour dénoncer les tortures, les exactions, la violence du pouvoir au Brésil. Et je me souviens, il avait introduit sa conférence de presse devant plein de journalistes en disant tout ce que je vais dire, c'est quelles que soient les conséquences. Et pour lui, c'était très important parce que il savait qu'il prenait le risque de ne pas pouvoir être au Brésil. Carrément. Et donc, il prenait vraiment un vrai risque. Et donc, j'avais fait un petit voyage avec lui à ce moment-là. J'avais filmé sa conférence de presse. Et puis, j'avais filmé un voyage avec lui. Et donc, j'avais fait un petit film mais donc, c'était une figure qui m'avait marqué. Et j'ai retrouvé. Bon, comment le film, comment ce travail au Brésil est venu? En fait, je connaissais, j'avais un ami qui était dominicain et qui était à l'époque producteur justement des émissions religieuses sur TF1, Dimanche matin, et qui était allé au Brésil, qui avait fait un voyage vraiment très, très important au Brésil, dans plein de régions, où il avait fait des rencontres dans ce qu'on appelait à l'époque les communautés de base. C'était lié à la question de la théologie de la libération. C'est-à-dire que il y avait une manière dans les communautés chrétiennes, comme celles qu'on voit dans le film, puisque ce sont des chrétiens, contrairement à d'autres tribus autochtones ou indigènes qui ont résisté à la christianisation et qui ont gardé leur religion. Et d'ailleurs, j'ai fait un autre film avec les Indiens Parécis, justement, qui sont au bord de la transamazonienne, où là, il s'agissait vraiment d'autre chose, et de dénoncer justement les missionnaires et les collèges, le scandale des jeunes Indiens qui étaient capturés, en fait, par des missionnaires pour être élevés dans des collèges, complètement coupés de leurs racines, coupés de leur famille, etc. Et justement, j'avais fait ce film, cet autre film, Kilomètre 104, ou Le destin n'est pas récit, qui est donc le long de la transamazonienne, puisque Kilomètre 104, c'est le 104e kilomètre de la transamazonienne. Et je suivais justement un jeune par ici qui avait été enlevé, qui avait su, etc., et qui retournait dans sa tribu. Et c'est lui qui a été mon guide pour ce film-là. Là, j'avais un autre guide. C'était à la fois un poète, un franc-tireur, un évêque, une personnalité incroyable, et lui complètement habité par la théologie de la libération, au point que quand il a été nommé évêque en Amazonie, d'un très grand diocèse en Amazonie, il a choisi comme mitre un chapeau de paysan en paille, et comme crosse une pâdée de pêcheurs. Voilà.
pour vous donner une image à la fois du type de personnalité et aussi d'une époque. Je ne sais pas si ce genre de personnalité pourrait aujourd'hui exister de la même façon, je ne crois pas. Je pense que beaucoup de choses ont changé de tous les côtés, d'ailleurs, au Brésil, mais en France aussi. Et pas forcément du bon côté, mais parce qu'effectivement, à cette époque-là, des gens comme moi, on était complètement engagés et dans cette vision ou dans cette espérance d'un monde complètement différent, d'un monde libéré. Justement, est-ce que, par exemple, moi, une, une de mes idées à l'époque, très, très forte, c'était comment construire un regard décolonial en filmant. Et j'ai pas trouvé d'autre façon que de ne pas faire du tout de voix off, ça c'était très important, et de donner la parole uniquement aux gens que je filmais. Et donc, et du coup, effectivement, ça fait un cinéma différent. Ça crée quelque chose d'un peu différent. Et par rapport à ce qu'était à l'époque, donc fin des années 70, tout début des années 80, ce qu'était à l'époque la télévision française, c'était quasiment impossible. De ne pas donner son point de vue dans une voix off, dans un commentaire, même si ce commentaire, comme faisait Kida, très très bien, est une manière bon, mais quand même, il est présent, il commente, etc. Et par contre, on était quelques-uns, mais alors ça, c'était vraiment plus des cinéastes documentaristes, c'était moins des gens de télévision. C'était de faire un cinéma, on appelait ça le cinéma direct, c'est-à-dire un cinéma d'observation, où en fait le cinéaste, d'une certaine façon, n'intervient pas, et surtout pas pour donner un point de vue ou un message sur ce qu'il filme. Par contre, il s'agit, dans la manière de faire, on va encore en parler de ça, en observant simplement et en n'intervenant pas dans le réel qu'on filme, quand même de l'organiser de façon à ce que la question du sens affleure, apparaisse, et de permettre au spectateur, mais sans lui mâcher les choses, parce que sans lui dire le point de vue, de se faire un point de vue. Mais ça veut dire une construction de récit autrement que d'un récit portant sur la voix off. Voilà. Et c'est là, on est dans quelque chose qui, pour moi, est du cinéma plus que de la télévision, quoi. Et du coup, pourquoi ça? Pourquoi je dis ça? Parce que la télévision a toujours tendance à privilégier le point de vue du commentateur, du filmeur, c'est-à-dire que il ne s'agit pas forcément de permettre au spectateur de vivre une expérience. Il s'agit de lui mâcher le truc, quoi. C'est-à-dire de faire passer, en fait, une information, un message. Et finalement, c'est du point de vue, c'est ce qui ramène toujours dans la question du journaliste. Toujours. Et je me souviens très bien, parce qu'à cette époque, on se bagarrait avec des journalistes. Et souvent, on nous mettait des journalistes à la télévision parce que justement, ils ne voulaient pas qu'on soit seulement cinéaste. Ils se disaient, si on fait un couple journaliste-cinéaste, et je me souviens d'avoir beaucoup parlé de cette question-là avec Hubert Knapp, justement, qui se bagarrait contre ça,
parce qu'on lui filait toujours des joueurs. Et ça, alors, finalement, il en avait trouvé un, qui était Jean-Claude Braillier, qui est devenu son complice et dont il a fait un personnage du cinéma finalement, enfin, d'une certaine façon, parce que lui, il était profondément cinéaste et pas journaliste. Et c'est vrai que bon, voilà, la télévision, c'est engouffré là-dedans. Et même ça doit se voir très, très clairement dans l'évolution Mais il y a eu des fenêtres. Ah, et précisément, dans cette période, disons, des années 70-80, à la télévision française, il y a eu des espaces plus ouverts de création, où il y a eu du cinéma documentaire et où il y a eu vraiment une réflexion sur comment avoir un regard décolonial, comment, comment sortir d'un point de vue ethnocentré. Et pour moi, la solution, elle est du côté du langage cinématographique. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Parce qu'il y a dans le langage cinématographique quelque chose de l'universel, d'un accès à l'universel. Et pour moi, c'est très clair dans ce que je vous ai dit des films de Glaubert Rocha, mais c'est très clair dans toutes les grandes œuvres de cinéma, dans toutes les œuvres même de cinéma. C'est ce qui permet, je ne sais pas, quand on voit un film japonais ou de Ozu ou de Mizoguchi ou de je ne sais pas qui, de grands cinéastes, d'être touché profondément alors même que la différence est totale et que la distance n'est pas, j'allais dire, elle n'est pas broutée. On ne broute pas les médiations, on ne broute pas la distance. C'est-à-dire, au contraire, on la met en œuvre. Balancer à la télévision un film comme comme le mien, sans un mot de commentaire, sans dire même où je suis, en laissant découvrir au spectateur. Bon, le spectateur, forcément, il passe par un moment où il est perdu. Et c'est exprès que je le perds. Parce que pour faire le voyage, il faut d'abord être perdu. Si on vous prend par la main et qu'on vous dit, vous savez, je vais au Brésil, le Brésil, maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors là, vous voyez, c'est ça, c'est ça. Bon. Il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de rencontre. C'est pas vrai. Il n'y a pas de rencontre. On est squeezé. Pour faire la rencontre, il faut que quelque part, il fasse quelque chose que j'ai fait moi-même. Ils vivent quelque chose. Alors, évidemment, c'est en raccourci, sous forme de récit, dans une manière de monter le film. Mais c'est un déplacement. Et le déplacement, il est l'inverse de celui dont je parlais au niveau de l'explorateur. C'est-à-dire, au lieu d'aller chercher les images pittoresques, étrangères, ouais, et vous les amenez dans votre salon comme si elles vous appartenaient et comme si elles étaient là pour vous, pour votre plaisir de découvrir du pittoresque, c'est l'inverse. C'est de vous mettre dans une espèce de... qu'est-ce que je suis en train de regarder? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qui c'est ces gens? Je ne sais pas, on m'a rien dit. On m'a rien dit. Voilà. Donc je suis confronté et donc je suis obligé de faire un déplacement. Moi-même d'opérer ce déplacement. Et pour moi, c'est la responsabilité du cinéma de permettre, d'autoriser ce déplacement. Parce qu'à ce moment-là, parce que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que du coup, parce que ce qui m'intéressait dans ce film-là, c'était ce qu'on appelait au Brésil à ce moment-là la conscientisation. Hein. C'était très, très à la mode chez les gens qui luttaient, quoi. Hein. C'est-à-dire, c'était un processus de réappropriation des terres et de tout ça par la lutte. Et donc, il fallait la lutte, ça s'enseignait d'une certaine façon. Il fallait l'éveiller, enfin donner le bout de la lutte, donner aussi les moyens de la lutte. Et la théologie de la libération allait complètement dans ce sens-là et disait que justement le capital
le capital symbolique, le capital culturel, etc., étaient les premières choses dont il fallait se réapproprier pour pouvoir y trouver des outils de lutte. Et la lecture, par exemple, de la Bible dans les communautés de base devenait comme si la Bible elle-même devenait un espèce de manuel de lutte. Et ça pouvait aller assez loin dans ce sens-là, hein. Ça pouvait aller assez loin. Et ça, je trouvais ça vraiment très, très, très intéressant. Et je me disais, le film était fait pour des Français, pour des Européens, pour des... Bon, enfin, ils ont fait un peu le tour du monde, mais surtout en Europe, quoi. Et je voulais que les gens soient touchés pour eux-mêmes, pas seulement parce qu'ils découvraient ces autres et ces luttes, mais que toute cette question de la réappropriation, de la redécouverte d'une dignité, d'une espérance, que c'est possible de gagner, par exemple, que c'est possible de gagner. Ça c'est incroyable ce qu'ils ont réussi, là, les Indiens Chocos, parce que ils ont été massacrés, mais vraiment. Et ils ont quand même réussi à récupérer leurs terres. Et les grands propriétaires ont finalement été condamnés et à les leur laisser. Alors qu'ils avaient tout fait pour les exproprier, et ils les avaient affamés. Nous, quand on a filmé, ils étaient complètement affamés. Ils n'avaient plus de pas cultivé, ils n'avaient plus rien à bouffer. Ils vivaient quasiment de pêche et de très peu de choses, quoi. Vraiment de très, très peu de choses. Et c'était très émouvant de voir à quel point ils étaient vraiment opprimés, mais très, très violemment et très concrètement. Et le courage qu'ils avaient de résister. Parce que là, à ce niveau-là, il faut vraiment du quoi. Il faut vraiment du quoi. Et ce courage, il est collectif. C'est pas seulement un courage individuel. Et ça, c'est le travail de la conscientisation. C'est-à-dire, à la fin, dans l'église, mais ça a été coupé, il y a une femme qui dit « Vive notre lutte ». Alors, vive San Pedro et vive notre lutte. Voilà. Parce que la lutte, c'est plus que simplement avoir la terre. C'est se remettre debout. C'est cesser d'être opprimé parce qu'on a retrouvé, même quand on est encore opprimé, on a retrouvé la dignité de celui qui résiste et qui lutte. Et ça c'est voilà, pour moi, c'était énorme, et c'était ça que je voulais que l'homme français sente et prenne à son compte. Et je me souviens, j'ai fait pas mal de projections avec des groupes de genre, enfin des groupes de tiers-mondistes, d'associations tiers-mondistes, de gens comme ça, donc tout début des années 80, tout début des années 80. Et beaucoup me disaient ça, c'est-à-dire qu'ils trouvaient dans le témoignage de ces gens, de ce peuple, de cette communauté, ils trouvaient une énergie pour résister eux-mêmes là où ils étaient en France et se mettre en bagarre, en grève, en machin, ça, voilà. Et ça, c'était, oui, c'est le voyage inverse. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir ramené les images à soi fait que c'est les Français eux-mêmes qui d'un coup, sont touchés par la dignité et par le mouvement, et se mettent en mouvement eux-mêmes, quoi. On retrouve le goût de se mettre en mouvement eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup. Et toi, cabeça, D'un côté, de rester dans la salle, et je remercie encore la Maison d'Amérique latine de nous accueillir. Donc, merci pour cette histoire de cette leçon d'histoire du cinéma, cette leçon de cinéma et cette leçon de lutte politique qu'on accueille avec grand intérêt. Alors, les Chocos ont demandé à vous revoir et à vous accueillir, puisqu'en fait, ils sont aussi dans un processus de création d'une maison de la mémoire pour leur communauté. Et ils avaient envie d'avoir non seulement accès aux images, mais aussi d'échanger à nouveau avec vous. Donc, vous irez les voir en septembre.
Cette conférence sera également présentée à la Cinémathèque brésilienne en septembre et donc vous vous retrouverez tous les deux de nouveau pour partager cette réflexion, cette fois avec un public brésilien et non plus français, en présence de représentants de la communauté Choco, qui prendront part aussi à la discussion et qui pourront dire aussi quel sens pour eux ça a de revoir ces images maintenant. Et puis pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller au Brésil dans les prochains mois, vous pouvez néanmoins poursuivre les échanges avec nous dans le cadre du cocktail que nous vous offrons dans la salle d'à côté et auquel vous êtes toutes et tous cordialement invités. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée.